m'appelle Christine Eisenweiss et je suis chercheuse dans ce laboratoire, le LRI. Donc aujourd'hui, on avait choisi de décliner le problème de la sélection dans tous ses états avec le sujet de l'informatique et évidemment, on s'est posé la question de qu'est-ce qui va nous sélectionner derrière ces algorithmes, ces intelligences artificielles. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Est-ce que ces mots IA, c'est pas un mur? Est-ce que c'est une boîte noire? Il y a eu beaucoup de renouveaux qui ont fait émerger ce mot d'intelligence artificielle qui pose beaucoup de questions à cause de deux choses. Notamment, la première chose, c'est la puissance des machines qui permet de gérer beaucoup de données. La deuxième chose, c'est l'élargissement à tout le monde la mise en place de beaucoup de capteurs de données. Des capteurs de données, d'ailleurs, on peut se poser est-ce que ce sont des voleurs de données? C'est une question à se poser. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est beaucoup une boîte noire. Et aujourd'hui, donc, on va ouvrir deux petites fenêtres de la boîte noire. La première fenêtre, ce sera pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme technique et science derrière les algorithmes de Big Data. Donc, la première présentation va être faite par Diviane. Et la deuxième fenêtre qu'on va ouvrir, c'est un regard d'une sociologue qui va se poser la question de mais il y a qui derrière cette IA, ces Big Data, où sont les gens, où sont les humains. Voilà, donc la première présentation est faite par Diviane Kalinatan, qui est doctorant dans ce laboratoire, dans une équipe qui s'appelait TAO. Et je l'ai dit ce que ça voulait dire. Ça veut dire apprentissage, A pour apprentissage, O pour optimisation, et qui devient TAU, T-A-U, qui veut dire Tackling the Underspecified, sur l'imprécision des finalités du Big Data. Donc je trouve que c'est bien, ça pose bien la question. On est une des responsables de l'équipe qui rentre à ce moment dans la salle. Bonjour Michel. Voilà, donc je vais laisser Diviane présenter une partie de son doctorat qui s'appelle Causalité observationnelle, découverte de liens de cause à effet sans expérience randomisée. Et je vais tout de suite quand même remercier le laboratoire pour l'organisation et le Centre d'Alembert d'organiser tous ces séminaires qui nous font prendre le temps de nous poser et de réfléchir. Merci à l'organisatrice Véronique que vous avez vu rentrer, Véronique Lulec, pour l'organisation, ça n'a pas été une mince affaire. Et en tout cas, merci à l'avance aux intervenants. Merci Christine. Donc, alors moi je vais vous faire une présentation sur la causalité observationnelle. Donc je vais rester quand même un peu haut niveau, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, parce que je sais que je ne peux pas être clair sur certains aspects en causalité. Donc on va commencer brièvement par une introduction, donc introduire ce qu'est la causalité vraiment, essayer de poser la définition plus ou moins mathématique, et ensuite passer dans le domaine de découverte de liens de cause à effet dans des datasets qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas vraiment. Ensuite, justement, utiliser ces principes pour en faire des algorithmes dans une troisième partie, et enfin, on va conclure sur ce thème. Donc l'intro, déjà qu'est-ce que c'est la causalité? Donc ici on peut voir un monsieur qui va couper une branche et il va sûrement se faire mal. Donc les douleurs qu'il va percevoir sont l'effet justement de ce phénomène, mais quelle est la cause? Ici, est-ce que c'est un manque de précaution ou ça peut être aussi un manque de connaissances physiques, notamment gravitationnelles, parce qu'il risque de se faire mal. Donc voilà, la causalité, c'est on a une cause et un effet, donc les effets peuvent être multiples, les causes aussi. Donc voilà. Et la première objection qu'on a quand on parle de causalité, c'est que, attention, corrélation, c'est pas causalité. Donc ici, on a une petite planche qui dit j'ai pris des cours de stats et je sais que causalité n'implique pas, corrélation n'implique pas causalité, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Et on va essayer de voir pourquoi, justement. Donc toujours dans le cas corrélation n'est pas causalité, on a ce joli graphe qui est en ordonnée, on a le nombre de prix Nobel par pays, et en abscisse, on a la consommation de chocolat par pays. Donc on peut voir qu'il y a une très belle corrélation, assez significative, hein,
Donc je conseillerais à tout le monde de manger du chocolat plus fréquemment. Hein. Vous aurez plus de chances d'avoir des prix Nobel. Mais bon, malheureusement, vous vous doutez que c'est pas vrai. Et que justement, ici, il y a corrélation, mais pas causalité. Et on va essayer d'expliquer ce cas un peu plus tard dans l'exposé. Mais vous pouvez taper ça sur Google, corrélation intéressante, et vous pouvez voir qu'il y en a des encore plus absurdes. Donc accrochez-vous un peu, là on va définir ce que c'est la causalité, mais tout d'abord par le concept d'opérateur d'intervention. Donc c'est quoi? On va le noter d'où de x égale x1. Alors c'est quoi? C'est on a une variable et je vais la forcer à telle valeur. Par exemple, le monsieur qui était sur sa branche, je vais le forcer à couper sa branche, il n'a pas choisi. Donc ça c'est l'opérateur d'intervention. Et on dit que justement, une variable x est une cause d'y si justement, en forçant x à une valeur, la variable y va changer. Donc là, c'est en termes de probabilité. Si je force la variable x à prendre la valeur x1, la probabilité de y va changer que si je l'avais forcé à une valeur x2. Donc c'est juste de dire, j'ai modifié la cause, ça a un impact sur l'effet en distribution. Donc c'est tout ce que dit cette formule. Et donc là, on a un exemple. Donc on a un deuxième exemple où justement, on a le fait que les facteurs génétiques et le fait de fumer, tous deux impliquent les risques de cancer. Bon, ça, vous êtes au courant, hein, fumer cause le cancer. Et imaginons qu'on fasse une intervention, on force tout le monde à fumer. Et du coup, on va remarquer que la probabilité d'avoir un cancer va augmenter, bien sûr, en supposant qu'en gardant des facteurs génétiques constants, donc on est tous jumeaux, on force une moitié à fumer, l'autre moitié à pas fumer, on va remarquer que la moitié qui a fumé a des risques d'avoir un cancer plus élevé. Bon, vous pouvez vous rendre compte qu'ici, il y a un problème. Donc, non seulement on n'est pas tous jumeaux, je suis désolé, mais fumer, on ne peut pas forcer des gens à fumer et forcer des gens à ne pas fumer. Et ça relève un vrai problème en causalité parce qu'en physique ou en d'autres domaines, par exemple en sciences, on peut faire des expériences randomisées. Par exemple, je prends des bactéries ou je prends des rats et je fais des expériences, etc. Je les clone, etc. Et ça marche très bien, mais dans certains domaines, ça marche beaucoup moins bien. Notamment en sciences sociales, on ne peut pas virer des gens juste pour faire une expérience comme ça. Et du coup, certaines expériences sont chères, coûteuses, d'autres sont pas du tout éthiques, et il y en a certaines qui sont pratiquement infaisables, notamment le fait qu'on soit tous jumeaux. Et c'est pour ça qu'intervient la notion de causalité observationnelle. Donc causalité observationnelle, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune expérience dans notre ensemble de données, et on va essayer de trouver justement des relations de cause à effet dans notre ensemble de données. Donc en supposant une entrée, donc on a des données grand X, donc un nombre d'exemples n et des variables. Donc ici, ça va être nos différentes variables qu'on va essayer d'ordonner sous forme d'un graphe, donc de cause à effet, et bien sûr, plein d'interventions possibles. À la fin, on va avoir un graphe qui ordonne toutes ces variables sous forme d'un arbre, donc, enfin pas forcément un arbre, mais un graphe, reliant cause et effet. Donc pas forcément totalement dirigé, mais en ayant quelques relations entre elles. Donc voilà un exemple, on va dire, de graphe causal, où ici on a une variable x1 qui va causer une variable x3, et une variable x3 et x4 qui vont causer une variable x5. Alors, il y a cette notion de functional causal model qui intervient. Donc c'est un système d'équations qui dit on a une fonction f et des variables qui vont causer les effets. Par exemple, ici, on a notre exemple avec x5. Donc x3 et x4 vont rentrer dans la fonction. Et ainsi qu'il y a une variable de bruit. Donc cette variable de bruit, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle ajoute la stochasticité dans le système. Donc qui prend en compte tout ce qu'on n'observe pas dans notre système. Donc va être introduit dans cette variable. Et du coup, cette fonction f5 est déterministe. Donc toutes les fonctions d'un functional causal model sont déterministes. Et ça, c'est une modélisation, donc une des modélisations possibles en causalité, et c'est celle qu'on sélectionne dans notre cas.
Donc ensuite, ici, on va voir les principaux concepts utilisés dans Causal Discovery et les principaux pièges surtout. Donc on peut remarquer des relations statistiques dans nos données qui nous permettent d'orienter, on va dire, nos graphes. Par exemple, ici, on a le fait que A est dépendant de C, pardon. Donc A et C sont dépendants, mais si on conditionne par rapport à B, A et C deviennent indépendants. Vous pouvez voir ça comme le fait qu'on, justement, en conditionnant par rapport à B, on casse le lien de dépendance entre A et C. Et cette propriété est vérifiée par 3 structures, donc sous forme de chaîne ABC, BCA, CBA, pardon, et B qui cause A et C. Et là, vous remarquez tout de suite qu'il y a une relation qui peut être un peu traître. Par exemple, là, on a remarqué que A et C étaient dépendants, mais bien sûr deviennent indépendants conditionnellement à B. Mais le truc, c'est que justement, si on n'observe pas B et qu'il n'est pas dans notre ensemble de données, on peut avoir des corrélations qui, justement, sont traîtres. Et c'est justement l'exemple du chocolat et des prix Nobel. On peut dire qu'il y a une variable B qui est le PIB du pays, qui cause le fait que des personnes consomment plus de chocolat, et par exemple l'éducation qui cause justement une augmentation du nombre de prix Nobel. Et ça, c'est ce qu'on dit avoir un facteur confondant, cette variable qui est des fois pas observée et assez traître dans nos corrélations. Une deuxième structure qui est assez unique, c'est la V-structure. On a 2 variables qui sont a priori indépendantes, A et C, et qui deviennent dépendantes si on conditionne par rapport à une 3e variable, B. Donc pour essayer d'expliquer un peu ça, on va faire un petit exercice avec un exemple. On suppose qu'il y a l'expérience d'un ouvrier dans une entreprise X et on va dire il travaille sur un poste qui est plus ou moins compliqué à manipuler, qui a des risques d'accident. Bien sûr, si l'ouvrier il a peu d'expérience, il a plus de risques d'avoir des accidents, et si la machine est de plus en plus complexe, le risque d'accident augmente aussi. Maintenant, on va conditionner par rapport à la variable du milieu. On sait qu'il y a eu un accident. Okay, on sait qu'il y a eu un accident et, par exemple, on sait que l'ouvrier était assez expérimenté. Là, tout de suite, vous pensez, ça doit être du fait que la machine elle doit être assez complexe. Vous voyez, il y a une information qui vient de transiter de worker experience vers la complexité de la machine. En supposant que, justement, l'ouvrier était assez expérimenté, on peut se dire, il a eu un accident parce que la machine était vraiment compliquée. Ça fait 20 ans qu'il travaille à ce poste-là, il n'a jamais eu d'accident, et voilà. Donc ça, c'est une manière de révéler ce type de structure, et justement, cette propriété est unique pour une seule structure, ce qui permet d'orienter directement les flèches, donc de A vers B et de C vers B. Donc il y a aussi un autre concept dans l'orientation des liens de cause à effet, c'est une histoire de rasoir d'Occam, c'est-à-dire la théorie la plus simple et qui colle à mes données, on suppose qu'elle est bonne. Donc c'est un argument de simplicité, donc là on a 2 variables B et A, donc là on a A et B, donc on a juste retourné la fonction, et on remarque que ici la fonction est assez simple, finalement c'est un sinus, alors qu'ici, elle est très complexe. C'est une fonction qui a 2 images et à chaque fois, c'est assez compliqué de la représenter. Et du coup, là, on se dit, la solution la plus simple, donc celle-là, celle du sinus, ça doit être sûrement la solution causale. C'est-à-dire que A doit causer B parce que c'est plus facile d'aller de A vers B que de B vers A ici. Par exemple, si on a cette valeur de B, on ne sait pas si c'est celle-là ou celle-là pour A. Donc ça, c'est un deuxième argument de simplicité qui est exploité de plus en plus récemment dans les distributions. Donc ensuite, on va approcher un peu les pièges. Et le plus connu, c'est le paradoxe de Simpson. Le paradoxe de Simpson, c'est quoi? C'est justement un problème qui intervient si on agrège des données. Par exemple, ici, donc c'est un vrai cas médical, on a 2 traitements A et B qui sont pour des calculs rénaux.
Et là, on a les succès en fonction de la taille des calculs. Par exemple, là, on a le traitement A qui a 93% de réussite, 87% de réussite pour les petits calculs pour le traitement B, et 73 et 69. Donc là, en regardant ce premier tableau, on se dit le traitement A, c'est sûrement le meilleur, parce qu'il marche à chaque fois mieux que le traitement B dans les différents cas. Maintenant, on va agréger les résultats. Donc, on fusionne petit et gros calculs et on observe que le traitement A a seulement 78% de résultats, enfin de réussite, et contre 83 pour le traitement B. Donc là, vous me dites qu'il y a un problème. Le traitement A, il marchait mieux avant et il marche moins bien après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, on a un a priori des médecins sur l'utilisation des traitements. Le truc vient de... Ici, il y a une décision, donc un facteur confondant qui nous est inconnu, qui est la décision du médecin à choisir le traitement en fonction de la taille du calcul. Ce qui fait que cette relation-là, elle n'existe pas vraiment. C'est celle-là qu'il faut conserver, parce que justement, le médecin a choisi de choisir le traitement en fonction de la taille du calcul, et du coup que le traitement A, le traitement B est plus rentable, on va dire, pour les petits calculs, et moins rentable pour les gros calculs. Donc ça, c'est un premier piège. Et le deuxième piège, c'est aussi le biais de sélection. Donc le biais de sélection, c'est par exemple, imaginons ici, on n'a pas exactement le même nombre d'opérations qui ont intervenu. Et si on choisit, par exemple, de sélectionner que les petits calculs, on peut se tromper, bien sûr, dans notre décision. Donc ça, c'est des pièges assez importants à relever et à prendre en compte lors de nos trucs. Par exemple, donc, voilà, que s'est-il passé? Justement, c'est le type de calcul rénal qui en fait choisit directement le type de traitement qui va être utilisé en fonction de la taille du truc. Donc attention aux facteurs confondants et à l'agrégation des résultats, parce que ça peut vous mener à faire des mauvaises décisions et des mauvaises conclusions. Donc des hypothèses qui sont souvent faites, bien sûr, et qui peuvent être critiquables en découverte observationnelle, c'est ces trois suppositions, ces trois hypothèses. Donc la première, c'est par exemple, on dit il n'y a pas de facteur confondant en dehors de mes données, ce qui est la plupart des cas faux, parce qu'il y en a toujours, mais on suppose qu'ils n'influent pas trop sur nos conclusions. Donc ça, c'est une hypothèse assez forte. La deuxième, c'est causal Markov. Ça veut dire que, en gros, toutes les relations de dépendance qu'on a dites là, voilà, toutes celles-là, toutes les statistiques, toutes les propriétés statistiques, en fait, elles viennent du graphe et elles ne viennent pas d'un ordonnancement des données qui fait que, justement, on observe ça. Donc, en gros, les statistiques ne nous trahissent pas. Non, pardon, ça c'est la dernière. Et la deuxième, ça veut dire que il n'y a pas de... Oups, pardon. Ouais. Alors, causal faithfulness, justement, c'était ce que je viens de dire. Les statistiques viennent des graphes. Et la dernière, ça veut dire que, justement, il n'y a pas de fausse relation entre les parents et les enfants, c'est-à-dire que tous les autres nœuds sont indépendants d'une variable sélectionnée. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, c'est de dire que le graphe est assez cohérent dans son ensemble. Donc là, on va passer aux algorithmes. Donc là, le premier type des algorithmes qu'on va voir, c'est assez simple, c'est sur les propriétés. En fait, ça consiste à juste utiliser les différentes propriétés qu'on a vues. Donc tout d'abord, on trouve un squelette du graphe avec des relations de dépendance. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on oriente tous les arcs à l'aide des V-structures, donc les structures A et C qui causent B, avec les relations qu'on a trouvées, et on fait de la propagation de contraintes. Alors, voilà, j'avais un exemple. Donc, on a cette structure-là, et ici, il n'y a qu'une seule V-structure, donc X3 et X4 qui causent X5. Donc ça, on la retrouve directement, ici. Ensuite, on sait qu'il n'y a pas de V-structure ici, donc il n'y a pas X3 et X6 qui causent X5. Donc ça veut dire qu'on a la propriété statistique que
ici, il y a équivalence de Markov entre les trois différentes structures. Et du coup, on sait qu'on ne peut pas créer de nouvelles V-structures, ce qui fait que par propagation de contraintes, justement, on peut directement orienter cet arc bleu. Toutefois, justement, avec ces histoires de propriétés statistiques, ces directions-là, on ne peut pas les orienter. Donc, ce qui fait que ces algos-là, donc ces algos à contrainte, ne nous permettent pas d'orienter complètement un graphe, mais seulement en partie. Donc voilà. Les limitations de ces méthodes sont les choix du test statistique. Donc ici, on a choisi juste, par exemple, une corrélation pour le test le plus simple, donc corrélation conditionnelle, où il y a un deuxième problème, c'est qu'on doit tester toutes les V-structures en conditionnant par rapport à tous les sous-ensembles de variables, donc ce qui fait exploser la complexité de l'algorithme et le temps de calcul qui peut se retrouver exponentiel, notamment un test qui peut prendre moins d'une seconde pour 20 variables peut prendre plus d'un siècle pour 1000 variables. Ensuite, une deuxième approche, c'est les algorithmes à score. Donc les algorithmes à score, c'est quoi? On a un graphe candidat, donc par exemple celui-là. On a un graphe candidat et on évalue la solution par rapport aux données, à quel point justement le graphe candidat colle aux données. Donc on modélise et on évalue le nouveau graphe. Et bien sûr, si l'erreur est plus faible que le meilleur qu'on avait obtenu avant, on conserve le graphe obtenu. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à chercher en modifiant des arcs du graphe. Par exemple, on retourne cet arc, on le retire carrément, ou on relie ces deux-là. On fait certaines opérations et on regarde si le nouveau graphe, justement, colle mieux aux données ou pas. Et comme ça, on fait une recherche un peu heuristique autour des graphes possibles. Donc jusqu'à un certain critère de convergence qui peut être, par exemple, la loss obtenue ou la stabilité du graphe. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas changé depuis un certain nombre d'itérations. Donc ces différentes méthodes que j'ai précédemment évoquées, justement, nous donnent des graphes qui sont partiellement dirigés. Parce que justement, même les graphes à score, en fait, utilisent ces propriétés-là en étant plus ou moins cachés. Oui. J'ai une question, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Tous les éléments X1, Xe, X3, etc. sont censés être présents dans les jeux de données. C'est ça, exactement. Dans les jeux de données, vous pouvez aussi avoir aussi bien les causes et les effets. Exactement. En fait, au début, on a un certain ensemble de données, X1 jusqu'à X5, et on ne sait pas comment elles sont ordonnées. On ne sait pas quelles sont les causes, quels sont les effets. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des données qui n'ont rien et qui sont complètement indépendantes, qui ne sont pas reliées aux autres souvent, c'est au niveau de la première étape que ça va casser, justement. Trouver le squelette du graphe. Et justement, le squelette du graphe, il va être juste vide avec que des variables qui ne sont pas corrélées entre elles. Et en fait, l'algo va juste s'arrêter ici et de dire « j'ai aucune relation à te donner ». Voilà. Et comme je disais, justement, avec ces critères de simplicité, on a aussi des méthodes qui sont bivariées, justement, qui disent je peux, à partir de seulement deux variables, je peux essayer d'orienter, de savoir si c'est entre deux variables x et y, c'est laquelle qui cause l'autre. Donc ça, c'est seulement le critère de simplicité qu'on a vu précédemment. Et l'un des modèles les plus connus, c'est le modèle à bruit additif, donc qui suppose que justement le bruit a une contribution additive dans le mécanisme, contrairement dans le cas le plus général où il serait dans la fonction. Donc dans ce cas-là, on a le fait que f est une fonction continue et e est un bruit, bien sûr, indépendant de la cause x. Donc indépendant de la cause x, c'est l'élément le plus important à retenir de cette équation. Pourquoi? Parce que, imaginons, on a ce cas-là, je ne sais pas si on voit très bien, mais on a un parallélogramme, c'est notre distribution, et on va faire la régression dans les deux sens, c'est-à-dire de x vers y et de y vers x. Donc ici, on a supposé que notre mécanisme était linéaire, et il l'était effectivement, bon, on a eu un peu de chance. Et on regarde les résidus de la régression qui doivent normalement correspondre au bruit. Donc ici, dans le sens x cause y, on remarque bien que le bruit, il est indépendant de la cause, donc il est indépendant de x. Donc là, le modèle, il colle.
Si on regarde le résidu dans l'autre sens, donc de la régression de y par rapport à x, là on remarque que le bruit est dépendant de y. Ça veut dire que le modèle ne colle pas, parce que justement il n'est pas indépendant de la cause. Donc là on peut dire directement que c'est x qui cause y, par cette relation de bruit qui n'est pas indépendante dans l'autre sens. Donc ensuite, je vais faire un peu de la publicité. Justement, pour nos algos, on essaye d'appliquer ces principes avec des réseaux de neurones. Donc je ne vais pas aller dans le détail, mais ça revient un peu dans le même concept où justement on a un graphe ici. Oups, voilà. On a un graphe ici et ces fonctions-là, on va les modéliser avec des réseaux de neurones. Donc c'est pratique pour leur flexibilité, leur facilité d'apprentissage. Et on arrive à obtenir d'assez bons résultats, donc justement, en utilisant des critères comme MMD ou des critères de Gann dans le deuxième papier. Donc, voilà la fin de la pub, merci. Donc maintenant, on va conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la causalité observationnelle? C'est que, tout d'abord, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'outil qui est le couteau suisse qui vous permet de tout faire. Et souvent, c'est des solutions au cas par cas. Et qu'il faut faire attention aux conclusions qu'on tire. Il faut toujours essayer de vérifier et de faire des expériences. Donc ça sert aussi beaucoup à planifier des expériences et en tirer un maximum d'informations. Il faut faire attention à toutes les hypothèses et toujours vérifier justement si elles sont vérifiées dans notre cas. Mais ça permet aussi d'avoir une bonne idée de la structure des données et de justement avoir des confirmations ou des questions à se poser sur notre ensemble de données. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai fait assez de temps.